Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va nickel. Je vous remercie une nouvelle fois de nous suivre dans cette aventure qui, je l'espère, sera belle et grande. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux origines du mouvement Back to Africa. À votre avis, quand est-ce qu'il a commencé? Et pour quelles raisons? Je sais que pour certains, vous savez déjà. Pour d'autres, un peu moins. Et pour d'autres, pas du tout. Ce n'est pas grave. On peut remonter déjà aux origines de la Sierra Leone en 1787 ou bien du Libéria en 1821. Mais pour cette vidéo, on a fait le choix d'une personne en particulier, d'une personnalité historique, à savoir Marcus Garvey, surnommé le Moïse Noir. Marcus Garvey Jr. est né le 17 août 1887 à Sainte-Anne, en Jamaïque, de Marcus Garvey Sr., tailleur de pierre, et Sarah Richards, employée de maison. Il faisait alors partie de la petite bourgeoisie jamaïcaine, mais cette situation n'a pas duré. Son père a très rapidement perdu la majeure partie de la fortune familiale et, faute de moyens financiers, Marcus Garvey Jr. n'a pu aller à l'école que jusqu'à 14 ans, et ce, grâce à sa mère. C'est à la même période qu'il entendit pour la première fois le mot « Negro » à son encontre. Il raconte que durant son enfance, les enfants noirs, mulâtres, carterons et blancs jouaient et allaient à l'école ensemble, sans problème de couleur. Mais c'est en grandissant que certains de ses amis blancs se sont montrés de plus en plus distants. Cependant, ce n'est pas parce qu'il ne peut plus aller à l'école que Marcus Garvey ne s'éduque plus. Au contraire, lorsqu'il a du temps libre, il le passe à lire des livres, notamment des biographies de personnages illustres, qui vont l'inspirer tout au long de sa vie, et en particulier sa vie de jeune adulte. À partir de 1910, âgé de 23 ans, il décide de voyager afin de découvrir le monde en se rendant en Amérique latine, notamment à Cuba, et en Europe de l'Ouest, Glasgow, Paris, Monte-Carlo, Bologne et Madrid. C'est durant ce voyage qui durera 4 ans qu'il se rend compte de la situation des Noirs et de leurs descendants à travers le monde. Il ressentait que les Noirs qui ont été au contact de la civilisation occidentale étaient plus ou moins les mêmes, et qu'ils avaient un lien entre eux, peu importe où ils sont nés. Il fait le malheureux constat qu'ils sont considérés comme inférieurs par beaucoup. Il se rend compte que partout où il passe, les Noirs n'ont aucun pouvoir économique, aucune banque et aucun magasin ne leur appartient. Ils dépendent des autres en tant que vendeurs, tandis que eux ne sont que de simples consommateurs. Le même constat est fait au niveau politique. Garvey a alors cette phrase: « Où est le gouvernement de l'homme noir? Son président, son pays, son ambassadeur, son armée, sa flotte et ses hommes de responsabilité. » C'est à travers ces voyages que germe en lui l'idée de participer à la création d'un monde nouveau dans lequel les hommes et les femmes noirs y seront libres et pourront impressionner toutes les autres civilisations, de par leur génie et leur prouesse technique. Il décide de rentrer en Jamaïque en 1914. Sur le chemin retour, il rencontre un Afro-Caribéen dont la femme est originaire de ce qu'on appelle le Basutoland, c'est-à-dire le Lesotho aujourd'hui. C'est un déclic pour lui. Ce nouveau monde se trouverait en Afrique, terre d'où proviennent tous les Noirs. Un problème néanmoins. Nous sommes en 1914. Il y a tout juste 30 ans, à la conférence de Berlin, l'Afrique a été partagée par les puissances occidentales. Il n'y a en Afrique noire du moins, que 2 États qui sont indépendants, à savoir le Libéria à l'ouest et l'Éthiopie à l'est. Cela ne va pas empêcher Marcus Garvey de faire l'apologie du Back to Africa. Une fois le pied posé en Jamaïque, il décide de fonder une association, le UNIA, autrement dit le Universal Negro Improvement Association. À travers cette association, il établit l'intégralité de sa doctrine et fait la propagande du Back to Africa. Il dit par exemple que les personnes noires ne doivent pas être encouragées à rester dans des pays qui ont été bâtis par les blancs et espérer un jour devenir président, gouverneur, sénateur, député, juge ou homme d'affaires. Bien que ces pays puissent avoir été construits avec eux, comme ce peut être le cas aux États-Unis, ils n'ont pas été construits pour eux. Contrairement aux colons européens, la plupart d'entre eux n'ont jamais souhaité s'y rendre de leur propre chef et ils y ont été déportés durant l'esclavage. Les Noirs ne seront jamais que des citoyens de seconde classe au sein de ces pays. Cette implacable logique fait que les Noirs ambitieux ne peuvent donc pas rester en Occident, car ils ne pourront pas exprimer leur plein potentiel. La seule solution au problème des Noirs est que les Noirs aient leur propre État. Un État-nation dans lequel ils pourraient montrer tout leur génie sur la terre de leurs ancêtres, le continent africain.
Cette nation, qui pourrait rivaliser avec les puissances occidentales, pourrait également imposer le respect. En effet, ils pensent que le racisme et tous les autres problèmes que peuvent rencontrer les Noirs en Europe et en Amérique n'est pas tant dû à leur couleur de peau, mais plus dû au fait qu'ils sont considérés comme n'avoir rien apporté dans les civilisations mondiales. Et c'est pour cette raison qu'on ne leur témoigne pas de respect. Lui prône l'autodétermination. L'Asie aux Asiatiques, l'Europe aux Européens et l'Afrique aux Africains. C'est une chose assez rare à l'époque, puisqu'à l'époque, beaucoup de personnes sont dans une démarche égalitaire. Ils veulent s'intégrer en Occident. Il exhorte les Noirs d'être maîtres de leur destinée, de faire par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Il rêve cette nation africaine en terre égalitaire entre Noirs, sans considération du taux de mélanine. La seule chose qui devrait importer est la volonté et la loyauté de contribuer au développement de l'Afrique dans une démarche méritocratique. Il aura même cette phrase choc. Nous ne voulons pas que tous les Noirs retournent en Afrique, certains ne sont d'aucune utilité ici et ils ne seront d'aucune utilité là-bas. Donc pour parvenir à ce but, certaines conditions étaient indispensables selon Garvey. À commencer par la renonciation à la lutte des droits en Occident. Je vous rappelle le contexte. Nous sommes en 1914 et aux États-Unis par exemple, Noirs et Blancs sont séparés par les lois Jim Crow. C'est la ségrégation raciale. Les Noirs doivent renoncer à toutes leurs aspirations d'égalité s'ils veulent pouvoir récupérer l'Afrique qui est sous le joug colonial. Ils ne peuvent pas réclamer ce qui ne leur appartient pas. Sa philosophie s'oppose drastiquement à celle de Wade Dubois, l'un de ses contemporains, leader africain-américain et l'un des fondateurs de la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, qui lui prône l'intégration et l'égalité. À cette époque, les deux s'apprécient comme chien et chat. D'autant plus que pour Garvey, l'égalité imposée dans un pays à majorité blanche n'est pas possible et n'est pas souhaitable, dans la mesure où un clash aurait inévitablement lieu. Si on offre les plus hautes responsabilités aux Noirs dans ces pays, ça frustrerait automatiquement une partie de la population blanche et créerait donc des conflits raciaux. Sa doctrine se veut donc être une solution de paix entre Noirs et Blancs. Il rejoint les États-Unis en 1916 afin d'élargir son mouvement. En 1918, il lance le journal Negro World, média dans lequel il peut faire la propagande du retour en Afrique. Une année plus tard, il enregistre la société Black Star Line, compagnie maritime qui doit faciliter le retour des Noirs à partir des États-Unis vers le Libéria, pays fondé alors par des anciens esclaves africains-américains. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu pour Marcus Garvey. Au contraire, c'est le début de multiples problèmes et de multiples déceptions. Alors qu'il s'efforce de mettre en place sa compagnie maritime Black Hand, toujours dans la démarche par les Noirs et pour les Noirs, son chemin est parsemé d'embûches, que ce soit dans l'embauche de l'équipage ou l'acquisition des navires. C'est d'ailleurs ce qui lui causera le plus de problèmes. Garvey fait de la publicité pour la vente d'actions de sa compagnie en utilisant en tant qu'illustration un navire, l'Orion, que le Black Star Line ne possédait pas encore, ce qui était alors illégal aux États-Unis. Surveillé depuis quelques années par le FBI et Edgar Hoover, bien que le mouvement prenne de l'ampleur et attire des dizaines de milliers d'intéressés, en janvier 1922, Garvey est arrêté. Il est accusé de mail fraud. À son procès auquel il tentera de se défendre seul, Garvey est condamné à 5 ans d'emprisonnement et à une amende de $1000. Sorti de prison 2 mois plus tard, après le paiement d'une caution de $15 000, il fait alors le tour des États-Unis en insistant sur la nécessité pour les Noirs de migrer en Afrique, back to Africa, en disant que les États-Unis ne sont pas leur pays, qu'ils n'ont pas choisi d'être là, mais que leurs ancêtres ont été capturés en Afrique et déportés aux États-Unis. En février 1924, le UNIA présenta son projet de faire venir 3000 migrants afro-américains au Libéria. Le président du Libéria de l'époque, Charles D.B. King, leur assure qu'il leur accordera un terrain pour 3 colonies. En juin, une équipe de techniciens de l'association est envoyée pour commencer à travailler. Une fois arrivés sur place, ils sont déportés aussitôt. Au même moment, le gouvernement libérien publie un communiqué de presse dans lequel il déclara qu'il refusera la permission à tout Afro-Américain de s'installer dans son pays. Ce communiqué était sûrement motivé par la peur des puissances coloniales voisines. C'est le premier échec cuisant pour Garvey, et ce n'est pas le seul. Son jugement ayant fait l'objet d'un appel par le ministère public, Garvey est emprisonné une nouvelle fois entre 1925 et 1927, pour les mêmes faits qu'il avait conduits en prison quelques années plus tôt. Une fois libéré, il est déporté en Jamaïque. Dans son pays natal, il connaît une nouvelle fois des problèmes avec la justice.
Il avait notamment déclaré que les juges corrompus soient démis de leurs fonctions et emprisonnés. Que nenni, ce ne sera pas eux qui seront emprisonnés, mais lui, une nouvelle fois, en 1929. Quelques années plus tard, en 1935, il décide de quitter définitivement la Jamaïque pour l'Angleterre. C'est amer et plein de déception qu'il déclarera. « J'ai quitté la Jamaïque en tant qu'homme brisé, et je ne reviendrai jamais. » Il mourra 5 années plus tard, le 10 juin 1940, à Londres, sans n'avoir jamais réalisé son rêve. Il n'aura par conséquent jamais mis les pieds en Afrique et est mort à Londres. Tandis que son rival de toujours, Webb Dubois, lui, mourra quelques années plus tard à Accra, au Ghana, et ce, avec la nationalité ghanéenne. Quelle ironie du sort. Ce qu'il faut savoir, c'est que le message de Garvey est passé à la postérité, et lui aussi. Par exemple, dans la religion Rastafari, il est considéré comme un prophète, le Moïse noir. Il invite le peuple élu à rentrer sur cette terre promise, à savoir l'Afrique, et plus en particulier l'Éthiopie. J'aurais aimé avoir, vous, votre avis sur le sujet. Est-ce que vous pensez que Garvey avait raison par rapport à l'époque et par rapport au contexte, ou même qu'il a raison toujours aujourd'hui, que son message est toujours d'actualité, ou bien au contraire, vous êtes totalement en désaccord avec son message et que vous pensez qu'il n'avait pas raison à l'époque et qu'il n'a toujours pas raison aujourd'hui? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Aussi, si vous avez aimé le contenu global de la vidéo, je vous invite à aimer la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner à la page si ce n'est pas encore le cas. Il faut savoir que dans la prochaine vidéo, je donnerai moi mon avis sur le sujet, donc sur la pensée et la philosophie de Garvey et pourquoi aujourd'hui ça peut être une nécessité de rentrer en Afrique. C'était Mensa Amega de Way Back to Africa et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.